doute pas, c'est là depuis 1983, depuis que la gauche a renoncé à être de gauche, c'était le candidat choisi, le client voulu. Ça n'aurait pas été lui, ça aurait été Fillon. Enfin, moi, j'ai pas voté en disant je vais pas voter quand on sait très bien que la même politique sera reconduite et qu'on nous demande juste de changer le visage de celui qui l'amènerait cette politique. Donc, j'ai pas été étonné du tout. Donc, non, le combat contre continue. Oui, mais au-delà de Macron, on sent bien que on est en train de changer un peu d'époque, notamment le personnel politique qui semble être un peu obligé de se renouveler. Il y a une volonté un peu d'apporter un peu d'air frais à tout ça. D'abord, on peut être jeune et con, c'est pas une vertu, la jeunesse, a priori. J'ai pas parlé de jeunesse. On peut être vieux et sage. J'ai pas parlé de jeunesse, j'ai dit de renouvellement. Le renouvellement, ça peut être avec les vieux, hein. Renouvellement, on a l'impression que c'est une vertu en soi. Moi, peu importe l'âge des gens. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il n'y a pas de raison, quand on a fait quelque chose, qu'on fasse le contraire quand on se trouve élu. Donc c'était déjà très intéressant de regarder le passé, qui a souvent été le passif, de tous ces gens qui se sont présentés aux élections. Macron, on sait qui il est, donc il n'y a pas de problème. Il n'a pas 30 ans de vie politique non plus derrière lui. On verra dans 30 ans les casseroles qu'il aura accumulées à ce moment-là. Mais je pense que quand vous regardez qui va s'occuper des ministères, parce qu'un ministre, c'est quoi? On a choisi quelques ministres uniquement pour le look, pour l'allure. Ici, il fallait une femme, ici, il fallait des experts, souvent. Oui, je sais Nicolas Hulot à l'écologie. Oui, mais enfin, expert au fleuret, ça fait pas forcément à l'épée ou au sabre. Non, ça mais fait pas M. Blanquer, forcément. il a fait, par exemple, la démonstration de ses compétences dans une grande école. Il a été fonctionnaire. Oui. Alors, c'est vrai que l'éducation nationale n'est pas parfaitement gérée, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a plutôt des succès dans sa vie professionnelle. C'est mieux. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'on mésestime en France le pouvoir et la puissance de la bureaucratie. Tous les gens qui sont derrière un ministre, là, on nous dit regardez le ministre, c'est de l'effet d'annonce. Un ministre, c'est fait pour les médias. C'est celui qui coupe les rubans, qui parle, qui cause, et qu'on invite sur les plateaux et qui nous dit des choses. Et derrière, vous avez une armada de techniciens, de technocrates, de bureaucrates qui font les choses. Ce sont les mêmes. Mais Macron, il veut toucher à ça, justement. Il va toucher, on verra, mais pour l'instant, il veut réformer l'administration centrale, c'est ce qu'il a dit. Non, mais il veut plein de choses et on verra le moment venu. Je dis simplement que quand on a regardé qui s'occupait de quoi derrière chacun des ministres, j'ai vu l'autre fois un article assez éloquent sur ce sujet-là. Ils ont tous bossé chez Raffarin, chez Chirac, chez Sarko, chez Hollande. Voilà, ce sont les mêmes. Donc tant qu'on ne touchera pas, mais radicalement, à la bureaucratie française, et je propose là-dedans qu'on en finisse avec la bureaucratie, parce que c'est la bureaucratie qui fait la loi aujourd'hui, et on a des effets d'annonce, et on donne l'impression que des ministres font des choses, que des présidents font des choses, que des premiers ministres font des choses, alors que très peu font très peu de choses, parce que vous avez juste une machine qui a juste besoin d'une bureaucratie. C'est nous tous qui la voulons, cette machine. On veut que l'État soit fort et soit omnipotent, et donc pour faire marcher l'État, on a besoin de bureaucrates. Les gens, ils veulent pas ça, ils veulent du travail, de la dignité, ils veulent qu'on leur permette de travailler pour consommer, ils veulent pouvoir payer l'éducation de leurs enfants, ils veulent que leurs enfants puissent faire des études supérieures, sans s'endetter, ils veulent des choses aussi simples que ça. Dès lors qu'il y a un problème, c'est un peu l'État nounou, c'est l'État nourrice quand même. Vous voyez, il y a un problème, je dis pas que c'est mal, mais c'est comme ça, une entreprise dans la Creuse, qui a des difficultés, on se tourne vers l'État. Écoutez, il faudrait pouvoir discuter avec Renault et avec Peugeot pour imposer à ces entreprises de nous confier un volant d'activité suffisant. Mais c'est ce qui est en train de se faire. En même temps, ça marche. Bon, vous avez entendu parler de cette entreprise. Il y a un problème, vous voyez, dans le 18e arrondissement, il y a un quartier, un territoire sur lequel les femmes n'ont plus accès. On se tourne vers l'État en disant il faut arrêter. L'État, on n'arrête pas de le solliciter quand même en France. Il est super présent. Les Français ne demandent que ça. Moi, j'ai l'impression que les Français aiment l'assistance d'une certaine façon. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Prenons par exemple cette zone dans laquelle les femmes n'ont pas droit d'aller. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut expliquer, parce qu'on en parlait dans les grandes gueules dès la semaine dernière, c'est dans le 18e, c'est un quartier Pajol, La Chapelle, où effectivement, semble-t-il, les hommes ont pris le pouvoir un peu sur les trottoirs, dans les bars, etc. Et il est très compliqué pour les femmes tout simplement de passer sur le trottoir. Voilà, on fait quoi? C'est-à-dire que si on ne demande pas à l'État, qui dispose, c'est ce que disait Max Weber, du monopole de la contrainte légale. De la coercition, oui. C'est-à-dire que on peut pas dire, nous on va aller régler le problème. Parce que dans ces cas-là, vous avez la justice en face de vous, qui vous dire, mais vous n'avez pas à faire la loi, c'est nous qui faisons la loi. Donc il y a police, justice, gendarmerie, tous ces gens-là sont censés faire la loi. Ça me paraît normal qu'on se retourne vers eux en disant, dites donc, il y a des zones de non-droit,
le droit ne peut être fait et ne peut être respecté que par les gens qui disposent du monopole de la contrainte légale. Donc remettons police, armée, justice. Mais c'est pas seulement un problème de police. Moi, je ne suis pas contre l'État. Non, mais c'est pas seulement un problème de police, Michel Onfray, sur ce point-là. C'est aussi un problème culturel, un problème parfois religieux. Donc c'est pas seulement parce qu'on va mettre des policiers religieux. C'est religieux. C'est justement parce qu'on ne veut pas dire que c'est religieux qu'on n'aborde pas le problème. C'est effectivement une espèce de domination tribale à partir d'un islam qui se présente comme effectivement disant la vérité sur ce sujet-là. Les femmes sont inférieures, les femmes sont soumises, les femmes n'ont pas la loi, les femmes, il y a plein de sourates. Les femmes ne doivent pas traîner dans la rue. C'est même pas tant ça que elles sont faites pour faire des enfants, pour être à la maison et la cuisine, la vaisselle, le ménage, point à la ligne. Est-ce que le féminisme pourrait s'emparer de ce genre de choses? Oui, Caroline Dehaas propose d'élargir les trottoirs. Oui. Ah ouais, ça m'a fait rire, ça. Non mais voilà où on en est. J'ignorais. Voilà où on en est. Non mais c'est vrai. Si effectivement on met de la lumière aussi. De mettre de la lumière. Non, il y a un moment donné où il va falloir poser la question de l'antisémitisme, où il va falloir poser la question de la phallocratie, de la misogynie. Moi, je suis évidemment un féministe, mais je ne suis pas bien sûr que le féminisme il soit dans le fait de dire auteureux, professeureux. Bon, bien, c'est du féminisme mondain, parisien, ça marche très bien. Mais un vrai féminisme qui fait que les femmes simples, modestes, les femmes sans visage ne peuvent pas faire ceci ou cela parce qu'elles sont femmes. Je dis, mais il y a un problème là, véritablement. Oui, mais parce que vous savez très bien qu'on va dire, oui, mais attention, ne stigmatisons pas une religion, ne faisons pas croire que l'islam, c'est une religion qui est forcément pratiquée par d'affreux machos. Je m'en prends assez dans la figure pour le dire, donc je vais continuer. J'ai peur de personne. Vous, non. Mais donc je le dis, mais dites-le vous aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'intellectuels, très peu d'intellectuels, qui disent ce genre de choses, ou d'hommes politiques, simplement parce que le parti vous donnera pas l'investiture, parce que vous aurez la presse contre vous et on va vous traiter d'islamophobe, on va dire que vous faites le jeu de Marine Le Pen, vous aurez votre photo en une de Libération comme moi, ou en une du Monde le lendemain comme moi, etc. On se coupera d'un vote communautaire aussi. Absolument. Oui, en plus, vous avez absolument raison. Mais absolument. Ça ne se dit pas. Or, c'est la vérité. On sait bien que ça fonctionne comme ça. Donc, on a bien vu Macron, en fait, comment il avançait sur ce terrain-là. Il n'y a pas de problème avec l'islam. Il n'y en a pas du tout. Et dès qu'on commence à dire qu'un certain islam est problématique, pas tout l'islam, et on a tout de suite des gens qui arrivent en disant, bah voilà, ça recommence, Marine Le Pen, le fascisme, le nazisme, c'est comme les Juifs en 1900, dans les années 40, c'est exactement la même chose. Enfin, tout ce qui fait qu'on ne peut pas penser les choses véritables, comme Michel Tribala pose la question de la démographie, on n'a pas le droit de parler de démographie en France, c'est politiquement incorrect. Donc on ne parle pas de démographie et on ne parle pas de la misogynie, de la phallocratie ou de l'antisémitisme, par exemple, qu'on trouve dans l'islam. Pas tout l'islam, pas tous les musulmans, mais qu'on trouve dans certains secteurs, c'est visible. Le réel, il existe. Je ne sache pas que Macron était très soucieux de ce réel-là. Pourtant, on a fait un peu le ménage, j'ai envie de dire, dans la religion catholique, parce qu'il y avait aussi de la phallocratie, de l'antisémitisme, etc. Dans une partie du christianisme, et on a réussi à passer outre. Comparaison n'est pas raison. Le christianisme n'est pas un code de comportement quotidien. Et puis, le christianisme, il est construit sur des textes qui ont été écrits par des hommes. L'évangile de Jean, de Marc, de Matthieu, de Luc, etc. sont des individus. Le Coran, il est écrit par Dieu, il est dicté par Dieu. Donc il y a un moment donné où vous pouvez estimer qu'un homme a pu commettre des erreurs et qu'on peut interpréter les évangiles, vous ne pouvez pas estimer que Dieu ait commis une erreur et qu'on puisse interpréter l'islam, puisque le Coran dit la vérité de Dieu. Donc on ne peut pas dire, il y a eu la Réforme, il y a eu Luther, Calvin, et puis la Révolution française, la pensée des Lumières, etc. Tout ce qui fait que, regardez, le christianisme, finalement, il a évolué aussi vers quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on a un Jean-Paul, un François qui pourrait voter Macron, ou qui défend à peu près les mêmes idées. Donc, il y a juste un moment donné. Macron sur certains points. Sur certains sujets, vous avez raison. Et oui, vous avez raison. Et sur la question de l'islam, il ne faut pas dire, regardez, il y a un schéma qui marche avec le christianisme, on pose ce schéma sur l'islam et ça va marcher exactement de la même manière. Soyons patients, ils auront leur Luther et leur Calvin, et ils finiront par avoir un pape qui n'existe pas, mais qui finalement sera un personnage qui évoluera dans le politiquement correct. Le texte. Non mais je veux dire, les femmes n'ont pas toujours été voilées dans les pays musulmans, donc les choses ne sont pas. Il y a en Tunisie, dans ces pays-là, il n'y avait pas de voile, et donc sauf que la prescription du voile est dans le Coran. Oui, mais pas pour les. Pourtant, dans ces pays-là, il n'y avait pas de voile avant. Pour les femmes du prophète.
Non. Il est très précisément dit que les femmes doivent rabattre sur leur visage. Oui, mais pour les femmes du prophète, pour les femmes de la communauté. On a su justement de mettre de côté cela. Cette lecture rigoriste, on a su à un moment donné la mettre de côté. Il y a eu un retour en arrière. Et moi, je suis pour faire de la théologie, pas pour faire de la stigmatisation en disant votre religion est nulle, etc. Mais je dis, on va faire de la théologie. Pensez-vous vraiment que si Dieu existe, et convenons qu'il existe, il est vraiment le souci du burkini? Non, je crois pas. Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a le souci de la tranche de jambon? Est-ce que vraiment Dieu est soucieux de savoir si dans votre frigidaire il y a du petit salé aux lentilles ou si il y a une nourriture qui est correcte? Est-ce que vraiment il a le souci du voile? Est-ce qu'on peut être une sale personne avec un voile ou est-ce qu'on peut être un saint sans voile? Donc faisons de la théologie en disant mais attendez, rien n'interdit l'intelligence quand on est croyant. Eh bien faisons fonctionner l'intelligence. Je pense effectivement que plutôt que de mépriser les gens, juste dire que Dieu ne peut pas être soucieux d'affaires de charcuterie et de maillot de bain parce que franchement si Dieu sait ça, bah alors on a plutôt envie d'être athée. Historiquement le porc ça a été dit 1000 fois, c'est pour des raisons d'hygiène, c'est même pas pour une histoire de religion. Au départ, oui. Je suis pas sûr, enfin c'est ce qu'on dit, mais je pense que le propre de la religion, c'est qu'elle impose un interdit. Plus l'interdit est ridicule, mieux c'est. Quand j'ai fait mon service militaire, quand on me disait quand les balles sifflent, baissez la tête, évidemment, pas besoin de dire un truc comme ça. Ce qu'il faut dire, c'est vous allez sortir de la tranchée, il va y avoir des balles, vous risquez de mourir, mais il faut y aller quand même. Donc le propre de l'interdit, c'est qu'il doit être imbécile, du simple fait qu'il soit un interdit. Donc il y a ça chez les juifs aussi, on vous interdit de manger de l'animal dont le pied est fourchu, ou celui dont l'animal porte son squelette à l'extérieur. On se dit, faut quand même le faire, manger les crevettes, Là encore, est-ce que Dieu est soucieux de la crevette, ou est-ce que Dieu est soucieux des langoustes ou du homard? Donc je pense qu'il y a juste un moment donné où il faut se dire non, il ne faut pas chercher des raisons historiques à des choses hystériques. Il y a juste un moment donné où le propre de la loi, c'est de dire c'est la loi. Et pour que tu saches que c'est la loi, il faudra qu'elle soit bien bête, parce que si la loi est intelligente, il n'y a pas de mérite à y obéir, mais il y a du mérite à obéir à une loi imbécile. Et Michel Onfray, c'est fini, vous n'êtes plus du tout inscrit sur les listes électorales? J'ai déménagé à une époque, il aurait fallu que je me réinscrive, je ne me suis pas réinscrit. Voilà. Mais voter vous importe peu ou plus? Le jour où, quand on votera, on sera écouté et entendu. Moi, j'ai voté en 2005 contre le référendum européen et nous avons été majoritaires et on s'est entendu dire avec le traité de Lisbonne en 2008, dont on sait qu'il était le même puisque Giscard d'Estaing a dit dans Le Point, la revue, que c'était exactement le même texte. C'est pas un anti-européen, Giscard. Et on nous a dit ce que vous ne vouliez pas, vous l'aurez quand même. Eh bien, je pense qu'il y a une rupture de contrat social. À partir du moment où la classe politique, droite et gauche libérale confondues, nous ont dit à l'époque, vous aurez par l'Assemblée nationale. C'était un programme de Sarkozy en 2007. C'était un programme de Sarkozy. Il a été élu en 2007. Lui, il l'avait dit pendant la campagne, il l'avait annoncé avant, que s'il était élu, finalement... Ça n'aurait pas été la première fois que Sarkozy envoie à la poubelle quelque chose qui était dans son programme. Mais là, pour le coup, Sarkozy n'est pas crédible quand il dit c'était dans mon programme, parce que Sarkozy, il a tout dit et le contraire de tout, et le contraire du contraire. Donc ça, c'est pas un argument. Je dis juste que quand on sollicite par référendum la voix du peuple, que le peuple donne son avis, et qu'on lui dit, va te faire voir avec ton avis... De pas voter, ça veut dire que, par exemple, quand il y a un deuxième tour, Macron-Marine Le Pen, finalement... peu importe. Parce que vous avez cru une seule seconde que Marine Le Pen arriverait à la présidence de la République? Non. Oui, mais ceux qui votent blanc pensent que les autres vont voter de façon contre Marine Le Pen, donc votent pour eux. C'est pas ça le problème. Non, moi, mais je l'ai dit chez vous. Parce que s'il y avait une menace, tout le monde irait voter. Oui, mais on part du principe qu'il n'y a pas de menace, donc on dit, je vais laisser aux autres le fait d'aller voter, ils vont aller voter pour moi, j'aime pas me déplacer. Si tout le monde faisait comme vous, je le connais, et si tout le monde faisait comme moi, on n'en serait pas là où on est. Donc, on respecterait les engagements, quand on inviterait au référendum, on obéirait au référendum que les Français ont souhaité ou ont voulu. Donc je dis juste qu'à un moment donné que j'ai dit, le vote est pour moi une très belle chose. Quand ça fonctionne véritablement, on sollicite le peuple, on obtient un avis et on fait ce que le peuple a sollicité. Mais quand on dit allez vous faire voir avec votre vote et que, par exemple, sur cette histoire du référendum, mais aussi sur la construction de cette élection, moi je savais très bien, je l'ai dit chez vous ici il y a plusieurs mois, que de toute façon on aurait un candidat qui défendrait le système, qu'on l'aurait, que c'était réglé et qu'on nous demandait juste de choisir son nom. On changeait la ficelle du cadeau. C'est quoi le système? Eh bien, c'est cette idée que l'euro, l'Europe, le marché, le libéralisme, le refus de la souveraineté en France, l'idée qu'il faudrait donner la souveraineté aux banques européennes, etc. C'est la vérité, c'est l'horizon indépassable. Qui voulait déconstruire la souveraineté. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre ouvrage. Pas du tout. Bon, parce que vous défendez la souveraineté jacobine. Outre le fait que vous
reparlez des cahiers de doléances, vous voulez rendre la parole au peuple, etc. C'est très bien. Vous dites que vous êtes de gauche, mais d'une vraie gauche, enfin pas de la gauche. La gauche de Proudhon. La gauche, oui, la gauche de Proudhon. Oui. Je vous rappelle simplement que vous parliez de 83, c'est le tournant de la rigueur, effectivement. Oui. Quand Mauroy s'en va en France, Fabius arrive, on continue de payer les conneries qui ont été faites pendant 48 heures. Mais ça, c'est Mauroy qui mène la politique. Il y a assez peu de rigueur. Il y a assez peu de dimension économique dans votre loi. Mais vous êtes partisan de renforcer les échelons locaux. C'est que tous les négateurs de la nation ou de l'État-nation ont toujours voulu ça, renforcer les régions, les communalités, l'intercommunalité, au détriment de l'État, qui est une forme de garantie, quoi. Pas du tout. On sent bien que vous êtes allé à l'école de Robespierre, l'école de la République. Il a coupé des têtes. L'école de la République, où effectivement la Révolution française est racontée du point de vue jacobin. On nous fait savoir. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, non, je le dis en plaisantant. Oui, Si on ne traite pas de Robespierre, ce serait une insulte. Je ne veux pas faire ça, entendons-nous bien, c'est une plaisanterie. C'est juste pour dire que peu de Français savent ce qu'a été véritablement la Révolution française. On leur a raconté une espèce d'histoire toute simple. Le roi, il était méchant, et puis les révolutionnaires, ils étaient gentils, et puis ils ont fait la terreur, mais la terreur, c'est pas de leur faute, parce que finalement, comme les monarques étaient méchants sur le terrain européen, ils avaient l'intention d'attaquer la France et d'abolir la République. Oh là là, comme ils étaient méchants, il a bien fallu qu'on fasse la terreur, et puis voilà. Robespierre était un gentil, hélas, on lui a coupé la tête, mais finalement, les droits de l'homme, c'est quand même lui, etc. Ça, c'est du catéchisme. Et passionnant. Catéchisme à l'état pur. Catéchisme à l'état pur. Parce que c'est la version donnée par Robespierre, parce que le Parti communiste, qui a été dominant dans le monde intellectuel dans les années 50 en France, a rendu possible cette lecture-là en disant c'est la seule. C'était celle de Soboul, de Mathiez, c'était celle de Jaurès un peu en amont, après c'était celle des léninistes, des marxistes-léninistes, et à l'université française, on a soutenu cette idée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on pense que la nation, c'est l'État, c'est la centralisation, c'est donc l'État fort, et c'est cette idée que les communes n'ont qu'à obéir. J'ai dit, mais attendez, il y avait aussi une autre défense de la nation, une autre défense de la République, une autre ligne révolutionnaire, qui est la mienne, et qui est la ligne girondine, qui fait l'économie de la guillotine, qui fait l'économie de la terreur, qui pense que ça passe par le droit, que ça doit passer par le droit et la loi, et que le droit et la loi, c'est l'assemblée des gens qui sont susceptibles de donner leur avis, et puis après on se donne une règle du jeu. Moyennant quoi, je ne suis pas contre la nation, je ne suis pas du tout contre la souveraineté, au contraire, je suis pour. Je suis juste contre le fait que Paris fasse la loi, que Paris soit la capitale, et que depuis Philippe le Bel, 13e, 14e siècle, jusqu'à aujourd'hui Macron, en passant par Robespierre, mais évidemment Louis XIV, Louis XVI, toute la monarchie, puis après vous mettez Bonaparte, Napoléon, puis vous ajoutez le général de Gaulle, puis Mitterrand, puis etc. Et on a cette idée que tout est à Paris, et que Paris va obéir. Et que les provinces, finalement, n'existent que quand on estime qu'il faut démanteler la jungle à Calais, on va bien envoyer quelques personnes qui sont dans la jungle. Dans les campagnes, là, on découvre qu'il y a des campagnes et qu'il y a de la ruralité. Je dis non, il y a des provinces, de la ruralité, des communes, des talents, des gens extrêmement intelligents, et nous rallions, je râlais tout à l'heure contre la bureaucratie. Eh bien, je préfère effectivement solliciter un paysan dans sa campagne, ou un médecin de campagne, ou une dame qui est infirmière dans la campagne, parce qu'elle a des idées sur ces choses-là, plutôt que de dire, laissez ça aux bureaucrates qui, eux, savent très bien ce que sont les codes, et ils vont regarder le code de santé, le code de je ne sais quoi, on fait ceci, on fait pas cela, etc. Donc j'en appelle à un retour à la souveraineté nationale, mais par la base. Donc je suis pas du tout quelqu'un qui attaquerait ni l'État, ni la souveraineté, ni la nation, bien sûr. Michel Onfray, dans le grand oral des GG, suite dans un instant. Les grandes gueules, et dans le grand oral, le philosophe Michel Onfray, philosophe essayiste avec nous, décoloniser les provinces aux éditions de l'Observatoire. Question de Jacques. Oui, vous êtes autogestionnaire, plus personne ne parle de l'autogestion, et en effet, vous faites référence à l'IP en 1970, et finalement, l'argument que vous donnez, finalement, les travailleurs produisaient, et puis après, vendaient et se payaient. Voilà. Mais oui, mais ça peut pas durer longtemps. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque j'ai créé Nouvelle Frontière, j'ai fait dans les années 68 des circuits autogérés en Algérie, dans l'ex-Yougoslavie. Alors au début c'était l'autogestion, et puis finalement au bout de 15 jours, quelqu'un prenait le pouvoir, et ou démocratiquement, finalement le petit groupe élisait un chef, ou finalement par la force des choses, parce qu'il y avait des querelles sur le plan financier, où c'était un peu le bins dans le groupe, et finalement il se dégageait toujours une personnalité. Donc ça ne marche pas l'autogestion. Et d'ailleurs, Michel Rocard, qui a beaucoup défendu, qui était vraiment un autogestionnaire, il y a eu ça peut marcher, je dirais, pour des petites unités, et momentanément, mais c'est pas une solution durable sur le plan économique.
D'abord, je pense que si. Ensuite, je pense que vous avez raison de dire qu'il faut faire avec ce que sont les hommes. Et de fait, quand on prend l'anthropologie, les hommes ne sont pas gentils, pas méchants, pas sympathiques a priori. Enfin, ils travaillent en meute. Ils sont forts avec les faibles, faibles avec les forts. Je suis d'accord avec cette idée qu'effectivement, les hommes étant ce qu'ils sont, les belles idées peuvent se trouver très abîmées par les hommes comme ils sont. Ça veut dire qu'il faut très précisément donner les contours de l'autogestion. Ça veut dire que quand vous dites effectivement il faut un chef, je ne suis pas sûr que le chef ce soit le chef de meute dont il faudrait dire il l'est parce que finalement c'est le mal dominant. Je pense que on peut faire fonctionner la raison et l'intelligence, faire de telle sorte que le chef ne soit pas l'équivalent de Dieu sur terre ou sur le principe de la théocratie, celui qui aurait tous les droits parce que d'un seul coup il se serait imposé par la force ou je ne sais quoi, mais il faut que ce soit celui qui élise les gens avec un mandat impératif. C'est-à-dire vous donnez un mandat, vous êtes censé représenter les gens, et si vous ne représentez pas les gens vous reprennent votre mandat. Donc il faut que ce soit un jeu perpétuel comme ça pour éviter que effectivement sous couleur d'autogestion, on retrouve des petits coups d'État qui permettent justement au mal dominant de dire eh bien on y va au nom de l'autogestion, c'est moi, je suis l'autogestionnaire. On sait bien plus de ça qu'en Algérie l'autogestion c'est pas vraiment ce qui les intéresse. Non mais c'est pour ça justement j'ai essayé. Attendez, ils avaient au début des velléités au début de Boumedienne, de petites velléités. Des petites velléités. Quand vous avez chez Tito, il y avait une tentative d'autogestion. Il y avait une tentative, mais avec un Tito qui n'était pas non plus autogestionnaire lui personnellement. Parce que ce sont deux pays qui ont exporté ou chez lesquels on a exporté ou dans lequel s'est trouvé exporté le message jacobin et pas du tout le message girondin. Michel Onfray, aujourd'hui, vous êtes un insoumis. Il faut rejoindre Jean-Luc Mélenchon et LFI, la France insoumise. Non, mais il n'est pas insoumis du tout. Lui, c'est de la communication. Il y en a deux qui ont très bien communiqué, c'est Macron et lui, et qui ont eu des bonnes équipes de gens qui ont dit bon, allons voir ce que pensent les gens, et puis allons-y pour séduire des segments, et on passe de segment en segment comme ça. Mélenchon fait savoir qu'il n'a pas parlé de gauche. Il était dans un propos très gaullien, très gaulliste d'un seul coup. Il a effacé tout ce qui était référence à Robespierre, des références qu'on avait retrouvées la dernière fois, où le Parti communiste était très présent. Là, il a voulu effacer le Parti communiste, la trace du Parti communiste, et puis il y avait quelque chose du genre « je suis l'homme providentiel ». Je suis l'homme des insoumis. Quand un homme qui a fait carrière chez les socialistes, qui a voté oui à Maastricht, nous dit dégager les sortants, ben si vraiment on lui donne raison, on le dégage les C'est une imposture en quelque sorte. Le mot est fort. Non mais une sorte d'imposture un peu intellectuelle en tout cas. Intellectuellement, c'est un homme de qualité, de valeur. Il est une belle machine rhétorique. Il croit connaître la Révolution française parce que personne ne la connaît et qu'il a lu celle de Soboul et Mathiez et il est sur deux ou trois petits trucs là en nous disant les Jacobins, Robespierre, etc. C'est toujours le même discours, c'est quelque chose qu'on aimerait entreprendre avec lui, une discussion, un véritable débat sur la Révolution française avec Mélenchon. Il a juste compris que c'était une affaire de marketing, donc on l'a bien vu sur certaines choses, par exemple sur l'Europe, exactement la même chose qu'avec Marine Le Pen. Voilà deux personnes qui disaient l'Europe on en sort, etc., etc. Et puis au fur et à mesure qu'il s'approchait du but, en disant ah Mélenchon est peut-être au deuxième tour, etc. Il était plus complètement pour ça. Il allait voir Angela Merkel, puis elle aurait tellement peur de lui qu'on aurait une nouvelle Europe, et puis finalement cette nouvelle Europe, elle nous permettrait de rester dedans, mais sans y rester, tout, etc. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de grande... révoquer les élus, passer à la 6e Oui, mais c'est un joueur de flûte. Je dirais assez volontiers que c'est un joueur de flûte, oui, si on veut. Mais ça marche. Il y a plein de gens qui ont envie d'entendre ce discours-là. Mais ça reste le discours jacobin emblématique. Ça, c'est clair que c'est le grand discours de l'État qui peut tout, qui veut tout, qui décide. De l'homme un peu providentiel. Qui est arrivé en disant voilà les milliards, on dépense, on fait ceci, ça revient. Alors, la machine prenons le pari de faire confiance aux régions, aux territoires. Mais pourquoi ça aux gens. Aux gens. Oui, mais aux gens, tout simplement. Est-ce qu'on va pas recréer finalement des baronnies qui existent déjà, des petites seigneuries ici ou là? Parce que vous restez encombré par le schéma jacobin et qui est finalement un schéma qu'on fait redescendre jusque dans les communes. Aujourd'hui, le conseil municipal n'est pas la formule idéale. Une fois que le maire est élu, c'est le roi dans sa commune. Il peut faire. Et puis il reste 30 décider. Ans. La mienne dans mon village natal, elle répond même pas à mon courrier. Donc qu'est-ce que je fasse quand quelqu'un qui dit il écrit quelque chose, je le mets ça à la poubelle. On ne peut rien faire contre ça. Si en revanche vous partez avec un autre logiciel qui est justement le logiciel girondin, il n'y a pas quelqu'un qui est élu maire et qui est l'équivalent de Dieu sur terre dans son village. Il y a juste des gens qui à un moment donné sont investis d'une autorité qu'on peut leur reprendre au fur et à mesure. Il faut une délibération permanente, pas forcément
en contraignant les gens. Les gens n'ont pas forcément tous envie de délibérer tous les soirs dans une assemblée même locale. Mais je pense qu'on doit pouvoir dire, toi tu vas t'occuper de ce dossier, mais toi tu vas t'occuper de tel autre. Toi t'es pas compétent là-dessus. Pourquoi un maire serait-il compétent en tous les domaines, en fiscalité, en droit européen. C'est pour ça qu'il a des adjoints. Pardon. C'est pour ça qu'il a des adjoints. Alors après, quoi, vous pensez à un village. Moi, je pense à mon village natal, 500 personnes. Par définition, la compétence, on a plein de bonne volonté. Mais moi, je n'aurais pas cette compétence. Hein. Alors, Elina Dumont. moi, j'ai lu votre livre et évidemment, moi, ça me fait rêver. Hein. La façon. Donc vous maniez la langue. Non. Toi, tu aimes ces propositions. Voilà, c'est ça. Que ce soit le peuple. Et d'ailleurs, au début, ça me plaisait bien l'idée de Macron, que la société civile. Enfin, maintenant, je vois que c'est pas ce dont... vraiment la société civile. Voilà. Mais par contre, je voulais vous poser comme question, est-ce que vous pensez que dans la société dans laquelle on vit en 2017, cette société où, justement, vous en parlez, où tout passe par la com, où les gens sont très centrés sur eux-mêmes, vous voyez ce que je veux dire, où ils veulent tous être le premier, est-ce que vous pensez que c'est possible Alors ça, vous avez raison, c'est la vraie bonne question, parce qu'il faut une éducation populaire. Pourquoi j'ai fait cette université populaire il y a 15 ans? Mais je veux dire que si effectivement l'éducation ne se fait qu'à la télévision aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec de la communication, avec des conseillers qui sont là, vous avez vu, à chaque fois que vous avez le président de la République, vous avez son conseiller en communication. Quand il y a eu le drame de Charlie Hebdo, le président Hollande a tout arrêté, il est parti à toute allure avec son conseiller en communication. C'est terrible. Pas avec le chef d'état-major, pas avec le patron de l'armée, pas avec le responsable du renseignement, pas avec le ministre de l'Intérieur, pas avec le ministre de la Défense, avec son conseiller en communication. Et on voit bien Macron, sa conseillère en communication, à chaque fois qu'il est là, elle est pas très loin. L'autre jour, on a vu que l'annonce a été faite, vous allez avoir le gouvernement à telle heure, puis finalement, le matin, non, le Premier ministre, c'était entre 8h et midi, jusqu'à midi, rien du tout. Après, vous l'aurez à 14h, puis finalement, 14h30, puis finalement, c'est arrivé à presque 15h. Mais la communication... On a annoncé la chose, 3 minutes après, les journalistes étaient en train de commenter, et on a vu la petite conseillère en communication qui sortait de l'Élysée. Elle était là. Pour l'expertise populaire. Oui. Vous vous rappelez que l'expertise populaire, ça a amené aussi une partie de l'Allemagne à tuer des juifs et à brûler des livres. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Je ne sais pas. L'expertise populaire, c'est la consultation populaire. Le peuple participe. Donc arrêtons la démocratie, parce que la démocratie, c'est Adolf Hitler. La démocratie, elle est exigeante. Elle suppose un minimum de compétences. Et moi, ce qui m'a frappé dans votre ouvrage, c'est que vous avez une très grande confiance dans l'humanité, c'est très bien, à condition qu'elle soit pas l'humanité, qu'elle soit éduquée. Non, j'ai confiance dans les gens éduqués et contrôlés. C'est ce pouvoir qui fait c'est mieux. Ah oui, c'est plus. Je suis pas un utopiste. Mais en même temps, vous décrivez les différentes catégories de gauche qui existent. Enfin, on est quand même un des seuls pays dans lequel on a eu à l'élection présidentielle de l'extrême droite à l'extrême gauche un choix quand même très large. Vous cherchez pas un peu le mouton à 5 pattes, vous quand même? Non, parce que cette sensibilité, elle existe vraiment même très en amont de la Révolution française. C'est-à-dire que il y a eu des révoltes populaires, il y a eu des jacqueries, il y a eu une histoire de France dont on ne parle jamais, mais qui a toujours été la révolte du peuple, la révolte des parlements de province, la révolte des parlements contre les rois. Et puis vous continuez, vous avez eu la tradition girondine pendant la Révolution française, vous avez eu la tradition libertaire française au 19e siècle, chez Proudhon. En 2017, vous aviez quand même un grand choix de candidats. Est-ce que vous n'êtes pas pris du syndrome que le mieux est l'ennemi du bien? Non, je voudrais juste que, probablement on sera d'accord là-dessus, je voudrais juste que les gens se prennent en main en disant on ne doit pas tout attendre des autres, du chef, du patron, du parti, de l'État, et de se dire dans mon village, moi je vais faire ça. On se met à 3 ou 4, on rachète un café, on rachète la licence, on va faire un dépôt de pain, on va faire etc. Et on refabrique le fameux lien social, on refait de la politique véritablement. C'est pas le bout du monde, moi j'ai vu... Un petit peu libéral ça. Dans le meilleur sens du terme, oui, mais je suis pas gêné par ça. Non, mais c'est justement sur ça, ce qui me gêne dans le libéralisme, c'est qu'il soit imposé par l'État. Et vous serez d'accord sur cette contradiction qu'il y a. Donc si le libéralisme part du peuple, part de la base, c'est bon. Et moi je suis pour l'initiative individuelle. Je suis pour le fait que les gens n'aillent pas râler en disant on veut une crèche, mais qu'on dise on la crée. Dans ce village, on va la créer, on va trouver un endroit, on va voir avec le maire, il va prêter un lieu, et puis etc. Et puis faire de telle sorte que vous n'ayez pas un gros code qui vous tombe sur la tête en vous disant vous n'avez pas le droit parce que l'hygiène ceci, l'hygiène cela, si les enfants rentrent, il faut absolument que vous ayez les services vétérinaires etc. Donc qu'on rende possible les initiatives individuelles et qu'on rende aux gens la possibilité de faire à nouveau de la politique, plutôt que de dire laissez faire les compétents.
Et les compétences, ce seront votre maire, votre conseiller départemental, votre conseiller régional, votre ministre, votre chef d'État, etc. Pas du tout. Je pense que les vraies compétences sont les gens qui sont sur le terrain et les gens qui travaillent. Et si les médecins disaient allez hop, nous, ils le font d'ailleurs. On va créer une maison dans laquelle on va mutualiser, on va coopérer, on va avoir une dame qui va ou un monsieur qui va gérer les appels ou ce genre de choses. Tout ça est faisable sans qu'on ait besoin de l'État. Si le libéralisme, c'était effectivement les avantages de la liberté sans les contraintes libérales imposées par l'État, moi je serais libéral. Je dis juste que ce libéralisme qui nous est imposé par l'État de Maastricht ou par l'État français, c'est effectivement pas le libéralisme dans le sens chimiquement pur du terme. Merci Michel Onfray d'être passé par le grand oral des GG, décoloniser les provinces. Contribution au présidentiel, le livre est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être passé par les grandes gueules. Avant le GG et vous, tout à l'heure à 2h45, c'est l'heure de l'avis de GG. RMC, les grandes gueules, l'avis des GG. Et c'est l'avis de GG pour Pascal Perry aujourd'hui. Un petit coup de gueule de la part d'une de nos grandes gueules sur ce qu'il a interpellé au quotidien. Et c'est comment on peut dire, le pilote de scooter, mon cher Pascal, qui va prendre la parole. C'est comme Michel Onfray, là aussi, c'est issu de l'expérience. Hein. Je pense que d'ailleurs on est deux, on est trois autour de la table à piloter des scooters. Je suis frappé par le comportement de plus en plus dangereux de certains automobilistes. On va pas dire des automobilistes, mais de certains en tout cas. Souvent d'ailleurs, étonnamment, des professionnels de la route. Tu vois, ce sont des gens qui sont au volant d'un camion, d'une camionnette. C'est pas des gens qui sont là pour faire du tourisme, mais qui sont là pour travailler et qui respectent de moins en moins stop, feu rouge, interdiction de tourner. Alors les interdictions de tourner, c'est pire que tout à Paris parce que effectivement on s'attend à un certain comportement et puis au dernier moment on a un véhicule qui tourne, qui déboîte et qui menace des gens. Je vois de plus en plus de gens en scooter ou en vélo par terre. Je trouve que il y a un espèce de délitement du comportement dans ce domaine. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui sont des professionnels de la route ou qui utilisent leur voiture, qui pensent que un feu rouge c'est pas grave, qu'un stop c'est pas grave, que le franchissement d'une ligne jaune c'est pas grave. Ce que je voudrais leur dire, c'est que en fait, ils prennent un risque et un risque mortel pour les autres, potentiellement mortel pour les autres. Quand c'est pas la mort, parfois c'est un accident. Je les invite à aller jeter un petit œil dans les centres de réadaptation qui existent aujourd'hui autour de Paris. Il se trouve que pour des raisons familiales, quelqu'un proche de chez moi a dû, après une opération, se retrouver pendant quelques semaines, quelques mois, dans un centre de réadaptation. Donc j'ai été amené à, évidemment, lui rendre visite. J'ai vu des dizaines de personnes qui sont des accidentés de la route, qui ne remarcheront jamais, qui n'auront plus jamais une vie normale, qui ont perdu une partie de leur sens, qui ont été victimes d'accidents de la route, qui ont été causés par des négligences, des petites négligences. On pense au départ que c'est une petite négligence, que c'est pas grave. Et ça finit par se transformer par une catastrophe, par une vie qui est ruinée. Oui, mais alors justement, puisque Jacques aussi le constate et Olivier aussi en étant sur votre scooter, qu'est-ce qu'on fait pour réparer ça? On fait régulièrement des stages de sensibilisation, même s'il y a des caméras, on met de la présence, de la présence humaine. J'étais en Angleterre ce week-end. Policière en Angleterre, dis-moi. Oui, eh bien, aux endroits dangereux. Comme d'ailleurs, c'est très étonnant, tu vois, au contrôle de passage dans les métros. À Londres, il y a toujours des gens pour regarder que personne ne triche. Eh bien, au carrefour dangereux, aux espaces dangereux, il y a toujours une présence policière en Angleterre. On ne la voit jamais en France. Oui, mais alors le problème, c'est que en ce moment, c'est l'état d'urgence, que nos policiers et que nos gendarmes sont utilisés à autre chose. Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de contrôles routiers. Moi, je constate, en traversant Paris, il y a quasiment plus personne pour faire des contrôles. Et d'ailleurs, le nombre de morts est reparti à la hausse ces derniers mois. C'est d'ailleurs un des mauvais bilans du quinquennat Hollande. On avait baissé jusqu'à présent et puis depuis qu'Hollande est là, c'est reparti à la hausse parce qu'effectivement les policiers, les gendarmes, on les utilise pour autre chose. On a peut-être raison de le faire, mais c'est vrai, c'est les priorités. Et on voit bien quand même que la peur du gendarme, ça oblige tout le monde à mieux se comporter. Moi, je vois ça comme explication. Donc un relâchement général sur la route, mais pour tout le monde. Oui. Il y a des scooteristes qui font aussi n'importe quoi. Il y a des cyclistes qui font n'importe quoi. Il y a des piétons qui traversent n'importe où. Et il y a des automobilistes qui ont oublié à quoi servait un clignotant, par exemple.
parce que moi qui suis que piéton, je peux t'assurer que ça concerne vraiment tout le monde. Quoi. Moi, je me suis fait bousculer par les vélos, mais même entre les vélos, les patinettes, là, vous savez, les machins là. Sur les trottoirs. En ce moment, il y a de tout. Oui, il y a tout. Ah, tu te dis, mais moi, tous les matins, moi, je t'assure que faut bien te concentrer quand tu sur ton chemin, quoi. Non, mais Pascal a entièrement raison. L'État ne peut pas tout faire. On vient d'en parler. Soyons un peu girondins. Ben oui, on peut pas mettre des policiers partout. Pascal, t'es contradictoire parce qu'il veut des policiers. Non, attends. Je suis d'accord avec Jacques. Je dis, le message que j'ai adressé, je l'ai adressé aux gens qui nous écoutent là, en ce moment, dans leur voiture, leur camion, leur camionnette, qui sont en train de faire des livraisons, qui s'arrêtent n'importe comment, n'importe où. Ouais, mais ils vont te dire que les places réservées aux livraisons, on les réduit de plus en plus dans les villes. Elles sont occupées par des gens qui n'ont rien à y faire, qui ne sont jamais l'objet de verbalisation. Là-dessus, il y a beaucoup à faire. Pascal a entièrement raison de lancer cet appel, un appel à la responsabilité individuelle. C'est vraiment à chacun de faire un effort et de respecter scrupuleusement vraiment toute la réglementation. C'est ça le problème. De toute façon, avec l'état d'urgence, avec les effectifs que nous avons, il y a la priorité des priorités, c'est l'état d'urgence. Et honnêtement, l'État ne peut pas tout faire. Arrêtons. C'est vraiment la. Mais on a bien vu quand même que ça se relâche. Tu sais, moi je serais en fait pour que tous les 5 ans, tu refasses une ou deux séances ou un ou deux petits tours avec un moniteur d'auto-école ou un inspecteur, etc., qui te rappelle un peu les fondamentaux, quoi, si tu veux. Tu vois, c'est le problème. Une petite, une espèce de petite piqûre de rappel, peut-être. Je crois que le problème, c'est la volonté. Parce que les gens savent conduire. Tout le monde, enfin, je veux dire, inutile de faire un stage dans une auto-école pour se rappeler que le feu rouge, c'est je m'arrête. C'est la force de l'habitude, Pascal, qui prend le dessus. Tu vois, c'est-à-dire que tu arrêtes ton véhicule, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, puis tu traverses éventuellement. La règle de base, et Ina a parfaitement raison, c'est quand on n'est ni cycliste, ni automobiliste, ni camionneur, mais piéton, de ne pas traverser un téléphone à l'oreille, le nez sur la chaussée, alors que le feu est au vert. C'est prendre un risque complètement stupide. Et ça se termine. Ce que je dis, c'est que c'est con, tu vois, parce que c'est le truc évitable. Tu vas pas gagner 1 heure. Je veux dire, ça sert à rien de mourir 50 ans en avance, tu vois ce que je veux dire. Vaut mieux être en retard 10 minutes dans ce monde que 40 ans en avance dans l'autre. C'est complètement con. Arrêtez-vous. Essayons de réapprendre des choses simples. Il y a des règles, on les respecte et ça ira plus vite, ça ira mieux après. C'est ça que je veux dire. Les pervenches qui n'arrêtent pas de verbaliser, c'est effrayant, parce que dès qu'on met son scooter, sa moto, à un endroit qui n'a pas, ça y est, c'est 35 € actuellement. Eh ben, je dirais pendant 1 mois, au lieu de verbaliser, justement, qu'elle soit un peu sur le terrain. Qu'elle soit sur le terrain. À verbaliser les incivilités routières. Absolument. En fait, par exemple, tous ceux qui grillent des feux, etc. Donc de verbaliser vraiment en situation. Et non pas, c'est impossible, on ne peut plus se garer nulle Avant, part. tu te souviens, tu avais le carrefour avec le policier, le gardien de la paix qui était au milieu du grand kiosque, avec son sifflet. C'était le kiosque, effectivement. Il s'appelait Lontarin. Ouais, c'est vrai. Et il distribuait des. C'était l'époque où il y avait des plateformes arrière sur les autobus. Il distribuait des hirondelles. Et tu avais une présence. Le bon vieux temps. Tu avais une présence humaine, effectivement, dans les bus, et tu n'avais pas attendez, excusez-moi, vous pouvez pas dire trop d'État, on n'a plus les moyens, et puis avoir des hommes et des femmes répartis partout. Trouver les priorités à ce moment-là. La priorité, c'est qu'on se discipline un peu, non? La responsabilité individuelle, c'est fondamental en démocratie. Oui, c'est ça. Je crois que c'est une affaire de volonté personnelle. Après, Elina a raison, on est de plus en plus à cohabiter aussi. C'est-à-dire que maintenant, il y a de plus en plus de cyclistes, il y a des types qui sont en patinette, le truc qui roule, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde. La trottinette électrique, le type te passe à fond sur le trottoir. Le gars qui a une roue uniquement. Exact. Oui, t'as raison, les machines comme ça. Donc c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux. Donc boulevard Haussmann, quelque chose comme ça, en rentrant de la gare du Nord, en scooter, tu vois. Tout le monde était arrêté à côté des Galeries Lafayette. Vous voyez, il y a un grand carrefour, là, on va vers Lafayette. On attendait tous que le feu passe. D'un seul coup, une fusée, un mec en skate qui a traversé le skate électrique. Non, skate. Un espèce de skater, c'est les skateurs modèle Anne Hidalgo qui sont overboard aussi. Qui sont très soutenus par la mairie de Paris. Le mec a traversé le carrefour en diagonale, etc. Je me suis dit, putain, j'espère que personne va démarrer, parce qu'il était coupé en deux. C'était le coup de gueule de Pascal. L'avis de GG aujourd'hui sur les incivilités qui pénalisent celles et ceux qui sont à scooter. Dans un instant, le GG et vous, et je vois déjà Brigitte
prête à reprendre la parole avec l'une de nos grandes gueules. À tout de suite. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. On va commencer avec Roland. Roland veut reparler avec Elina Dumont à propos du chômage, des formations. Petit extrait et dialogue avec Roland. Écoute. Les chômeurs de longue durée, on leur propose rien. Je vous jure que c'est vrai. Par exemple, je connais une dame, elle doit avoir 59 ans. Pôle emploi lui a carrément dit, écoutez, comme vous êtes proche de la retraite, on n'a qu'à attendre. Non mais c'est grave, quoi. Parce qu'en fait, quand t'es dans le caca, actuellement en France, au lieu de t'aider à te relever, on t'enfonce. Roland, bonjour. Bonjour messieurs, dames. Elina vous écoute. Oui, donc alors ça s'adresse à donc Madame Dumont et l'ensemble des chroniqueurs au sujet de la formation. Donc où j'entends régulièrement dire qu'il est très difficile en France de suivre des formations. J'ai eu l'occasion de suivre 3 formations, une en 2002, une en 2008, une en 2015, et dans l'ensemble avec une relative facilité, tant sur le plan du financement que des aides autour ou après la formation, par exemple des aides à la mobilité ou ce genre de choses. Mais par contre, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des problèmes, dans le sens que c'est pas pour moi la formation, mais c'est sur ce qui se passe avant ou après cette formation de la part de Pôle emploi qui peut poser problème. Pôle emploi ou autre organisme. Donc vous l'avez eu cette formation, oui. Mais après ça a débouché sur un travail ou pas? Alors oui, pour l'ensemble de ces formations, voilà. Mais je prends le cas des problèmes qui ont pu se poser. Après une des formations en tant que menuisier, j'ai pu travailler comme charpentier. D'accord. Très bien. Et en même temps, je reviens sur les propos de Monsieur Perry par rapport au patron, les sujets qui ont été abordés ce matin. À la fin du CDD, Pôle emploi m'a demandé une attestation assédique. Comme le CDD ne s'était pas forcément bien passé, l'employeur ne m'a pas fourni d'attestation. Et Pôle emploi a exigé soit l'attestation, soit un document du tribunal des prud'hommes, comme quoi j'avais porté plainte. D'accord. Ouais. Alors, donc, sur la formation, tu réponds à Roland. Je t'envoie un t-shirt. Sans doute que les formations que vous avez faites déjà correspondaient à ce que Pôle emploi propose au moment où vous les avez eues. Mais en tout cas, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, vous prouvez vous-même qu'il y a un vrai dysfonctionnement à Pôle emploi. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est ce qu'on vient de comprendre avec Roland. Tant mieux si vous l'avez eu, vous, votre formation, Roland. Brigitte, vous reparlez avec Pascal Perry. Les prud'hommes, la réforme du code du travail. Extrait, dialogue. C'est compliqué de se séparer de salariés indélicats, de gens qui sont pas qui peuvent parfois être contre-productifs. Il faut admettre que les choses sont aujourd'hui déséquilibrées. On va devant le Conseil des prud'hommes. En général, quand on est patron, on perd. Brigitte, bonjour. Oui, bonjour. Juriste. Les grandes gueules, voilà, je suis juriste et je suis surtout défenseur syndical pour Force ouvrière, donc je sais de quoi je parle et moi je suis dans les tribunaux assez régulièrement pour voir que non, les salariés gagnent pas toujours. Il y a des patrons qui gagnent, voilà, quand même, heureusement. Mais surtout, faut quand même rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent que le Conseil de prud'hommes est composé de 2 représentants des salariés et 2 représentants des patrons. Donc, si vous voulez, quand le patron perd, c'est en règle générale que malgré tout, le licenciement repose sur une cause qui n'est pas réelle et sérieuse. Donc quand les gens déjà, il faut quand même savoir que depuis la loi Macron, il y a quand même beaucoup moins de demandes, parce que ça a eu cet effet pervers que les gens pauvres maintenant ne peuvent plus les défendre, dans tout le moins ceux qui n'ont pas les moyens de s'allouer les honoraires d'un avocat, etc. Donc ça c'est déjà la première chose, mais la seconde chose, c'est qu'à aujourd'hui, quand j'entends les patrons qui disent on peut pas se séparer des gens indélicats en France, c'est faux, on se sépare de n'importe qui, n'importe quand. La seule chose, c'est que ça coûte effectivement de l'argent quand on va au prud'homme. Et dans des conditions qui sont pas toujours tout à fait honorables. Alors, de ce point de vue, les cas que vous arbitrez sont pas des statistiques, mais il y a des statistiques. Globalement, les salariés gagnent plus souvent devant le Conseil des prud'hommes que les patrons. Ensuite, on peut effectivement contester. Quand c'est fondé, en règle générale, non, mais prenez un dossier quand c'est fondé, attendez.